Chandel Jackson. Chandel Jackson, un nom qui sème la terreur dans le cœur des détenus et des gardiens à l'intérieur des murs de la prison. Du crime odieux qui lui a valu une condamnation à perpétuité à l'effrayante absence de remords dont il a fait preuve lors de son procès, nous explorons les événements qui ont fait de Jackson une figure de terreur derrière les barreaux. Chandel Jackson est né dans un monde de chaos et de violence, où les rues de Milwaukee sont devenues son terrain de jeu et où la survie était un combat quotidien. Ayant grandi dans un quartier en proie à la criminalité et à la pauvreté, Jackson a été exposé à une dure réalité dès son plus jeune âge. Adolescent, Jackson s'est rapidement fait une réputation en raison de son implication dans des vols mineurs et des actes de violence. Son manque de contrôle des impulsions et son mépris de l'autorité font de lui une force avec laquelle il faut compter dans la rue. Mais c'est son implication dans une série de crimes de plus en plus graves qui a finalement scellé son destin. À l'âge de 19 ans, Jackson s'est retrouvé pris dans une toile d'araignée qui allait changer sa vie à jamais. C'est un jour fatidique qu'il a croisé le chemin d'un étudiant en cinéma de l'université du Wisconsin-Milwaukee, Nathan Potter. Dans une tentative désespérée de voler Potter, Jackson et son complice, Derek J. Thomas, ont déclenché une série d'événements qui allaient conduire à une tragédie. Ce jour-là, Jackson et Thomas ont pris Potter pour cible alors qu'ils se rendaient à son appartement de River West. Ils étaient loin de se douter que leur victime n'avait pas d'argent à offrir. Alimenté par un mélange toxique de désespoir et d'agressivité, Jackson a sorti un pistolet et a tiré un seul coup de feu dans la poitrine de Potter. Le bruit du coup de feu a résonné dans les rues tranquilles, laissant Potter mortellement blessé et Jackson sur le chemin de l'infamie. La nouvelle du meurtre insensé de Potter a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, laissant les amis, la famille et l'université entière dans un état d'incrédulité. La perte d'un jeune talent prometteur a touché la corde sensible de tous ceux qui le connaissaient, et la traque de ces assassins est devenue une priorité absolue pour les forces de l'ordre. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, l'ampleur réelle de l'implication de Jackson dans le crime est apparue au grand jour. Il a été révélé qu'il avait joué un rôle central dans la planification et l'exécution du volume qui a mal tourné. Son absence de remords et son comportement insensible au cours du procès n'ont fait que renforcer sa réputation de tueur de sang-froid. Au lieu de montrer des signes de remords ou de regret, Jackson s'est tourné vers la famille éplorée de Potter, proférant des obscénités et affichant un sourire narquois. Les images glaçantes montrent également son rire, alors qu'il était emmené hors de la salle d'audience, se délectant de la douleur qu'il avait causée. Le jury n'a pas perdu de temps pour déclarer Jackson coupable d'homicide volontaire au premier degré et de tentative de volume. Le verdict a été une déclaration de culpabilité retentissante et le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que Jackson était condamné, il a proféré une série d'obscénités à l'encontre de la juge Rebecca Daley du comté de Milwaukee. Les députés et les forces de l'ordre ont réagi rapidement à cet accès de colère, en plaçant Jackson au sol et en l'aspergeant de gaz poivré. Le chaos qui s'en est suivi n'a fait que renforcer la notoriété de Jackson, consolidant sa réputation de détenu le plus redouté du système carcéral. Aux yeux des détenus et des gardiens, Chandel Jackson est une bombe à retardement, un baril de poudre prêt à exploser. Sa réputation de violence, de manipulation et d'absence totale de remords lui a valu d'être considéré comme l'un des adolescents les plus redoutés de la prison. Thomas T.J. Lane. Ensuite, nous explorerons le monde sombre et tordu de Thomas T.J. Lane, l'un des adolescents les plus redoutés de la prison. Le nom de Lane fait frémir aussi bien les détenus que les gardiens, car il a acquis une réputation pour ses crimes odieux et ses audacieuses tentatives d'évasion. La fusillade survenue au lycée de Chardon en cette matinée fatidique du 27 février 2012 a provoqué une onde de choc au sein de la communauté et de la nation. Au fur et à mesure que les détails émergeaient, il est apparu clairement que Lane, un ancien élève de l'école, avait une rivalité personnelle avec l'une de ses victimes. Des témoins ont raconté les moments horribles où des coups de feu ont retenti dans la cafétéria, changeant à jamais la vie des personnes présentes. À la suite de la fusillade, 2 élèves ont été blessés, dont l'un a subi des blessures graves qui ont entraîné une paralysie permanente. Un autre étudiant a été légèrement blessé, tandis que la 6e victime s'en est tirée avec une blessure superficielle. Cependant, 3 étudiants identifiés comme Russell King Jr., avec qui Lane s'était disputé, Demetrius Hewlin et Danny Parmertor, sont décédés des suites de leurs blessures. Cette tragédie a laissé la communauté sous le choc, aux prises avec la perte insensée de jeunes vies et le traumatisme infligé à ceux qui ont survécu. Les forces de l'ordre se sont rapidement mobilisées pour traduire le tireur en justice. Armé d'une arme de poing de calibre 22, Lane s'est enfui de la scène, mais sa fuite a été de courte durée. La police l'a localisé près de sa voiture garée à l'extérieur de l'école et l'a rapidement arrêté. Le parcours de Lane dans le système judiciaire a été ardu et suivi de près par la nation.
En mai 2012, il a été jugé apte à subir un procès lors d'une audience d'aptitude, ce qui a ouvert la voie à son inculpation en tant qu'adulte. La gravité de ses crimes se reflète dans les charges retenues contre lui: 3 chefs d'accusation de meurtre aggravé, 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre aggravé et un chef d'accusation d'agression criminelle. La salle d'audience est devenue une scène où les familles des victimes ont cherché à obtenir justice pour leurs proches. Dans un revirement choquant, Lane a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation, mais pas avant d'avoir commis l'un des actes les plus imprudents et les plus dénués de remords qui soient. Le 19 mars 2013, il a reçu sa sentence. 3 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était remplie d'un mélange d'émotions, les familles étant confrontées au poids de leur perte et à l'espoir que justice ait été rendue. Alors que Thomas T.J. Lane commençait à purger sa peine de prison à perpétuité, la notoriété de son nom n'a fait que croître. La présence de Lane derrière les barreaux a semé la peur dans le cœur des détenus et des gardiens. Sa réputation d'adolescent le plus redouté de la prison était bien méritée, car il affichait un comportement effrayant et une volonté de recourir à la violence. Cependant, son histoire a pris une autre tournure choquante lorsque, dans la nuit du 11 septembre 2014, Lane, avec 2 autres détenus, a mis en œuvre un plan audacieux pour s'évader de l'établissement correctionnel Allen à Lima, dans l'Ohio. Après une chasse à l'homme tendue et épuisante de 6 heures, les efforts des forces de l'ordre ont porté leurs fruits. Lane a été appréhendé à une centaine de mètres de la clôture de la prison. On l'a trouvé caché dans un champ de maïs, sa liberté ayant été brusquement interrompue. Donta Wright. Nous vous emmenons au tribunal de première instance du comté de Washtenaw, où la sentence d'un juge a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. L'histoire glaçante de Donta Wright a suffi à semer la terreur dans le cœur des détenus et des gardiens de prison. Du drame de la salle d'audience à la nature troublante de ses actes, son histoire est à couper le souffle. Notre histoire commence dans le comté de Washtenaw, où la vie d'un jeune homme a été tragiquement interrompue. À l'âge de 17 ans, Donta Wright s'est retrouvé pris dans un engrenage de violence et de criminalité qui allait changer à jamais la vie des personnes impliquées. C'est au cours d'une nuit fatidique d'octobre 2016 que Wright, avec 2 de ses amis, s'est engagé sur une voie qui le conduirait à des horreurs indicibles. Ce soir-là, la cible de Wright était un jeune homme de 18 ans, Jordan Clay, élève de terminale à la Pioneer High School d'Ann Arbor. Clay était décrit comme un élève brillant et un athlète de football talentueux, dont l'avenir était plein de promesses. Mais il était loin de se douter que sa vie serait brutalement anéantie en l'espace de quelques instants. L'intention initiale du trio était de commettre un volume, mais leurs actions ont pris une tournure sinistre. Wright, dans un acte de violence choquant, a admis avoir tiré sur Clay à l'arrière de la tête. La balle a mis fin à la jeune vie de Clay, laissant sa famille et la communauté dans un état de choc et d'incrédulité. La procédure judiciaire entourant l'affaire Donta Wright a été tout simplement dramatique. Lors d'une audience préliminaire en juin, Wright a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience en avouant ouvertement le meurtre de sang-froid de Jordan Clay. Lors des déclarations des victimes, Wright a fait preuve d'une attitude insensible et indifférente. Il est resté assis au tribunal avec un sourire en coin, semblant s'amuser du chagrin et de la douleur de la famille de Clay. Son absence de remords était palpable, et le juge présidant l'affaire, le juge David S. Swartz du tribunal de première instance du comté de Washtenaw, en avait assez de l'attitude désinvolte de Wright. Incapable de tolérer plus longtemps le comportement irrespectueux de l'accusé, le juge Swartz a pris une décision surprenante. Il a interrompu la procédure et a demandé à l'accusation de reconsidérer l'accord de plaidoyer. Le juge a estimé que les actions de Wright justifiaient un procès, au cours duquel il pourrait être condamné à une peine plus sévère s'il était reconnu coupable par un jury. Cependant, malgré la suggestion du juge, la famille de Jordan Clay a finalement décidé de ne pas porter l'affaire en justice. Elle a choisi d'aller de l'avant avec la condamnation, en cherchant à tourner la page et à trouver un moyen de pardonner à Wright la douleur inimaginable qu'il a causée. Cette décision a été difficile à prendre, mais elle leur a semblé nécessaire pour entamer le processus de guérison. C'est ainsi que le sort de Donta Wright a été scellé, alors que le drame judiciaire atteignait son paroxysme. Le juge Swartz a prononcé une peine qui garantirait la présence de Wright derrière les barreaux pendant une grande partie de sa vie. Il a été condamné à une peine de 23 à 50 ans de prison pour volume à main armée, infraction à la législation sur les armes à feu et meurtre au second degré. Une fois à l'intérieur des murs de la prison, la présence de Donta Wright a suscité des vagues de peur au sein de la population carcérale. Les criminels endurcis qui partagent sa cellule le considèrent comme une menace, tant physique que psychologique. Son absence de remords et l'insensibilité dont il a fait preuve lors de sa condamnation n'ont fait qu'intensifier leur animosité à son égard. Les gardiens de prison gardent eux aussi un œil vigilant sur Wright.
Ils connaissent bien sa réputation et le potentiel de violence qui l'entoure. Les moindres faits et gestes de Wright sont scrutés et il est souvent soumis à des mesures de sécurité renforcées pour assurer sa propre sécurité et celle des autres. Peyton Gendron. Ensuite, nous nous plongeons dans l'histoire sombre et inquiétante de Peyton Gendron, un nom devenu synonyme de peur entre les murs de la prison. De la tragique fusillade de 2022 à Buffalo à ses convictions suprématistes, nous allons découvrir les événements qui ont conduit à la notoriété de Gendron et explorer les raisons pour lesquelles il est considéré comme un adolescent redouté en prison. Mais avant de plonger dans les profondeurs de cette histoire effrayante, commençons par le commencement. Le 14 mai 2022, un samedi matin tranquille à Buffalo, dans l'État de New York, s'est transformé en une scène d'horreur inimaginable. Dans un supermarché Tops Friendly Markets, des clients sans méfiance vaquaient à leurs occupations quotidiennes, sans se douter de la tragédie qui était sur le point de se produire. C'est là que 10 innocents ont perdu la vie et que 3 autres ont été blessés. Le tireur responsable de cet acte odieux était un jeune homme de 18 ans, nommé Peyton S. Gendron. Qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à commettre un crime aussi horrible? Pour comprendre les événements qui ont conduit à la fusillade de Buffalo, nous devons nous pencher sur les antécédents de Gendron. Peyton Gendron est né et a grandi à Buffalo, dans l'État de New York. En grandissant, il semblait être un adolescent ordinaire, mais sous la surface, une transformation sombre et inquiétante était en train de se produire. Le parcours de Gendron vers l'extrémisme a commencé par son exposition à des communautés en ligne qui propagent la haine et les idéologies suprématistes blanches. Les enquêteurs ont découvert un manifeste rédigé par le suspect, Peyton Gendron, exprimant ses opinions suprématistes et sa croyance en la théorie du complot du grand remplacement. La théorie du complot du grand remplacement prétend à tort que les populations blanches sont systématiquement remplacées par des immigrés non blancs. Le manifeste de Gendron révèle une croyance profondément ancrée dans cette idéologie dangereuse qui alimente sa haine et motive ses actions. Le jour de la fusillade, Gendron a mené son attaque méticuleusement planifiée. Il est choquant de constater qu'il a diffusé en direct une partie de l'assaut sur la populaire plateforme de streaming Twitch, diffusant ses actes odieux au monde entier. Les images diffusées en direct ont provoqué une onde de choc dans la communauté en ligne, laissant les spectateurs horrifiés et consternés par l'audace des actions de Gendron. La vidéo s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, amplifiant encore l'impact de cet événement tragique. Au lendemain de la fusillade, la communauté a fait part de son chagrin et de sa colère. L'incident a été condamné par le président Joe Biden, qui l'a qualifié de crime haineux à motivation raciale et d'acte de terrorisme intérieur. Le 15 février 2023, Gendron s'est vu refuser le statut de jeune délinquant et a été condamné à 11 peines d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 90 ans. Le 15 février 2023, Gendron s'est vu refuser le statut de jeune délinquant et a été condamné à 11 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 90 ans. À un moment donné, un homme en deuil s'est jeté sur lui sous le coup de la colère, mais cet accès de colère a été rapidement maîtrisé, car Gendron a été immédiatement emmené hors de la salle d'audience. La présence de Gendron en prison a fait de lui un adolescent craint par les détenus. La notoriété de ses crimes et de ses convictions suprématistes a encore renforcé sa réputation. S'il est devenu pour certains la cible de violences et de représailles à l'intérieur des murs de la prison, nombreux sont ceux qui redoutent ce jeune détenu raciste. Philip Schism. Alors qu'il n'avait que 14 ans lorsqu'il a commis un crime odieux qui a choqué la nation, les actes de Schism lui ont valu la réputation d'un adolescent redouté en prison. Prenez place à la Cour supérieure de Salem, où Schism est sur le point d'être condamné pour le viol et le meurtre de son professeur de lycée. À l'automne 2013, une petite ville du Massachusetts a été le théâtre d'un crime horrible et inimaginable. Philip Schism, un élève de 3e âgé de 14 ans, venait de quitter le Tennessee pour s'installer à Danvers, dans le Massachusetts. Bien qu'il ne soit pas très connu dans sa nouvelle école, le Danvers High School, Schism est reconnu pour ses talents sur le terrain de football. Cependant, sous ces dehors apparemment ordinaires, les ténèbres se cachent. Le 22 octobre 2013, un jour qui marquera à jamais les couloirs du lycée de Danvers, le chemin de Schism a croisé celui de son professeur de mathématiques, Colin Ritzer. Colin, un membre bien-aimé de la faculté âgé de 24 ans, était connu pour sa joie contagieuse et son dévouement à la réussite de ses élèves. Ce jour-là, Schism est arrivé à l'école avec plusieurs sacs contenant un cutter, un masque, des gants et des vêtements de rechange. Il avait minutieusement planifié chaque détail de son acte odieux. Il a ensuite demandé à Colin de rester après les cours pour l'aider à passer un examen. À son insu, Schism nourrissait un plan sinistre depuis des jours.
Les images de sécurité montrent Colin Ritzer sortant de sa salle de classe et se dirigeant vers les toilettes pour femmes du deuxième étage vers 14h54. Schism, capuche sur la tête, la suivait de près. À l'intérieur des toilettes, Schism a volé les affaires de Colin, notamment ses cartes de crédit, son iPhone et même ses sous-vêtements. Il s'en est suivi un acte de violence brutale et insensé. Schism a violé et poignardé Colin 16 fois dans le cou avec le cutter. La brutalité de l'attaque est incompréhensible. Une étudiante est entrée brièvement dans la salle de bain, ignorant l'horreur qui se déroulait devant elle, et est repartie rapidement, pensant que quelqu'un était en train de se changer. Tout au long du crime, Schism a changé d'apparence, revêtant différentes tenues et masques. Il a ensuite mis son corps sans vie dans une poubelle et l'a jeté dans les bois derrière l'école. La dépravation de Schism ne s'est pas arrêtée là. Il a de nouveau agressé sexuellement son corps sans vie, mais avec une branche d'arbre cette fois. Il a ensuite utilisé la carte de crédit de Colin pour acheter un billet de cinéma, laissant une trace effrayante. Ce sont des images de vidéosurveillance qui ont révélé ce qui s'était passé ce jour-là. Lorsque la police l'a appréhendé le lendemain matin, ses mains étaient encore tachées du sang de Colin, rappel obsédant de l'acte odieux qu'il avait commis. L'onde de choc de ce crime horrible s'est répercutée dans toute la communauté, laissant tout le monde se demander comment une telle noirceur pouvait résider dans un adolescent apparemment ordinaire. Le nom de Philippe Schism est devenu synonyme de mal, et ses actes l'ont marqué à jamais comme un adolescent redouté en prison. Il a été reconnu coupable de viol, de meurtre au premier degré et de volume à main armée. Le 26 février 2016, à l'âge de 17 ans, Schism a été condamné à au moins 40 ans de prison. Les détails effrayants de son crime, la préméditation et les actes sadiques qu'il a commis ont laissé une marque indélébile dans l'esprit de ceux qui connaissent son histoire. La peur et le malaise qui l'entourent sont un rappel constant de la noirceur qui réside en lui. Alors que le système pénitentiaire vise à la réhabilitation, les actes de Schism l'ont placé dans une catégorie d'individus jugés irrécupérables par la société. Son nom est devenu synonyme de mal, et sa présence est un rappel obsédant des profondeurs de la dépravation humaine. Lionel Tate. Ensuite, nous explorerons le cas obsédant de Lionel Tate, le plus jeune citoyen américain jamais condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Après avoir été condamné pour le meurtre brutal de Tiffany Eunick, âgée de 6 ans, Lionel Tate a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Tiffany Eunick, Lionel Tate n'est pas seulement un nom qui fait peur à ses codétenus, mais aussi un symbole des complexités et des controverses qui entourent le système de justice pénale. C'est au cours de l'été 1999 qu'une tragédie a frappé un quartier tranquille. Lionel Alexander Tate, un garçon de 12 ans à la vie apparemment ordinaire, s'est retrouvé au centre d'un crime horrible. Le 28 juillet, Lionel Alexander Tate s'est retrouvé seul avec Tiffany Eunick, 6 ans, qui était sous la garde de sa mère, Kathleen Grossette Tate. Ce qui avait commencé comme une innocente journée de jeu allait bientôt se transformer en un cauchemar qui allait hanter la communauté pendant des années. Lorsque Tate était monté informer sa mère que Tiffany ne respirait plus, personne ne se doutait de l'étendue des blessures subies par la jeune fille. Le corps sans vie de Tiffany portait les marques d'une violente agression. De graves ecchymoses, une fracture du crâne, une lacération du foie, une côte fracturée et un cerveau enflé. Les autorités ont été immédiatement appelées et l'enquête sur la mort de Tiffany a commencé. Les détectives sont convaincus que Lionel Tate a délibérément battu Tiffany et qu'il a ensuite dissimulé la vérité pour éviter d'avoir des ennuis. Forte de la décision du coroner selon laquelle la mort de Tiffany était un homicide, la police a arrêté Lionel pour ce meurtre. L'affaire a rapidement attiré l'attention du pays, car Lionel est devenu l'un des plus jeunes Américains à être inculpé de meurtre au premier degré. La défense, quant à elle, a présenté un récit différent. Elle a soutenu que Lionel avait accidentellement tué Tiffany en imitant des mouvements de catch professionnels qu'il avait vus à la télévision. Cette soi-disant défense de lutte a attiré l'attention des médias, mais les procureurs ont rapidement considéré qu'il s'agissait d'un écran de fumée. En effet, les preuves matérielles révélaient une autre histoire. Les blessures de Tiffany étaient bien trop graves pour avoir été causées par un simple accident de catch. Le procès s'est ouvert en janvier 2001, Lionel Tate étant accusé d'avoir sauvagement agressé Tiffany Eunick. Après 3 heures de délibération, le jury a rendu son verdict. Lionel Tate a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une décision qui a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Les critiques ont mis en doute la justice de condamner un garçon de 13 ans pour un crime aussi odieux, d'autant plus que sa victime n'avait que 6 ans. En janvier 2004, la vie de Lionel Tate a pris un tournant inattendu lorsqu'une cour d'appel de l'État a annulé sa condamnation. Cette décision a accordé à Lionel un nouveau procès, offrant une lueur d'espoir pour lui et ses partisans.
Cependant, le parcours de Lionel dans le système judiciaire est loin d'être terminé. En mai 2005, il a dû faire face à de nouvelles accusations. Il a été inculpé de cambriolage à main armée avec coups et blessures, de volume à main armée et de violation de la probation. Finalement, en mars 2006, Lionel a pris une décision qui aurait un impact important sur son avenir. Il a accepté une négociation de peine qui s'est traduite par une condamnation à 30 ans de prison. Mais les montagnes russes juridiques n'étaient pas encore terminées pour Lionel Tate. En février 2008, il a plaidé non coupable pour les accusations de volume et a été condamné à une peine supplémentaire de 10 ans. Cela signifiait que Lionel passerait encore plusieurs années derrière les barreaux, confronté aux conséquences de ses actes. Aujourd'hui, Lionel Tate est toujours incarcéré à l'établissement pénitentiaire de Charlotte, où il purge sa peine pour les crimes qu'il a commis. Son histoire nous rappelle brutalement la complexité du système de justice pénale et les conséquences dévastatrices qui peuvent découler d'un seul acte de violence. James Fairweather. Dès son plus jeune âge, James Fairweather montre les signes d'une âme troublée. Son enfance a été marquée par l'absence de conseils parentaux et un sentiment constant d'instabilité. En l'absence de modèles solides pour le guider, il a trouvé du réconfort dans la rue, où il s'est rapidement retrouvé mêlé à un monde de criminalité. À l'adolescence, les activités criminelles de Fairweather s'intensifient. Il commence à s'adonner aux petits larcins, trouvant son compte dans la poussée d'adrénaline qui accompagne chaque objet volé. Mais son appétit pour le danger n'a pas tardé à grandir, l'entraînant sur la voie de la violence. Fairweather a eu ses premiers démêlés avec la justice alors qu'il n'avait que 14 ans. Il a été surpris en train de vandaliser des biens publics, laissant une traînée de destruction dans son sillage. C'était un aperçu des ténèbres qui se cachaient en lui, un signe avant-coureur des horreurs à venir. Mais ce sont les événements de cette journée fatidique de mars 2014 qui ont à jamais gravé le nom de Fairweather dans l'infamie. James Hetfield, un homme de 33 ans souffrant d'une lésion cérébrale, était allongé sur l'herbe à Castle Park après avoir bu lorsqu'il a été brutalement attaqué. Fairweather, qui prétendait que des voix dans sa tête lui demandaient de le faire, a poignardé Hetfield à plusieurs reprises, le laissant mourir seul sur l'herbe. Mais la soif de sang de Fairweather n'était pas encore étanchée. 3 mois plus tard, sur un sentier tranquille près de chez elle, Naïd Al-Manea, une étudiante saoudienne de 31 ans, a été victime du même tueur impitoyable. La brutalité de Fairweather n'a connu aucune limite. Il a poignardé Naïd Al-Manea dans l'abdomen avant de lui asséner un coup de couteau dans les yeux pour qu'elle ne puisse plus voir le mal. La ville de Colchester est saisie par la peur et son sentiment de sécurité est brisé. Mais son règne de terreur allait bientôt prendre fin. En mai 2015, Fairweather a été appréhendé alors qu'il préparait un 3e meurtre. Les autorités l'ont enfin rattrapé, mettant fin à son règne de terreur. Mais c'est le dévouement et la persévérance des inspecteurs qui ont véritablement permis de traduire Fairweather en justice. Ils ont interrogé sans relâche les témoins, reconstituant les événements qui ont conduit au meurtre. Finalement, les preuves ont été accablantes. L'ADN de Fairweather a été retrouvé sur les 2 scènes de crime, le liant de manière irréfutable au meurtre de James Hetfield et de Naïd Al-Manea. Le dossier à charge était solide et ne laissait que peu de place au doute. En janvier 2016, Fairweather s'est présenté à la Cour pénale centrale d'Angleterre et du Pays de Galles, plus connu sous le nom d'Old Bailey, prêt à faire face aux conséquences de ses actes. Le procès a été un véritable spectacle, les médias se pressant pour couvrir les moindres rebondissements. Au fur et à mesure que le procès avançait, la véritable ampleur de la dépravation de Fairweather apparaissait clairement. Des témoins ont témoigné à la barre, racontant leur rencontre avec lui et la peur qu'il leur avait inspirée. En avril 2016, le jury a rendu son verdict. Fairweather a été reconnu coupable des 2 meurtres et le juge l'a condamné à la réclusion à perpétuité, assortie d'une peine minimale de 27 ans. Au fur et à mesure que James Fairweather s'installe dans sa vie derrière les barreaux, sa réputation d'adolescent redouté grandit. Les autres détenus, eux-mêmes des criminels endurcis, reconnaissaient la noirceur qui l'habitait. Ils s'émerveillaient de l'audace et de la brutalité de ses actes, à la fois repoussés et intrigués par la noirceur qui le consumait. Kyle Williams. À l'âge de 19 ans, Kyle Williams a commis un crime odieux qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Ces actes ont entraîné le meurtre tragique de l'officier de police de Lakeland, Arnulfo Crispin, laissant un impact durable sur la famille de la victime et sur l'ensemble du service de police. Dans la ville tranquille de Lakeland, en Floride, un crime effrayant s'est déroulé qui a changé à jamais la vie des personnes impliquées. C'est en décembre 2011 que Kyle Williams, 19 ans, a commis un acte odieux qui lui vaudra la réputation d'un adolescent redouté en prison. En cette nuit fatidique, l'agent Arnulfo Crispin, membre dévoué du service de police de Lakeland, était en service et patrouillait dans les rues pour assurer la sécurité de la communauté.
Il était loin de se douter que sa rencontre avec Kyle Williams et son groupe d'amis se terminerait en tragédie. L'officier Crispin et ses collègues tombent sur Williams et 4 autres jeunes hommes dans un parc de Crystal Grove Lane. Soupçonnant l'existence d'un mandat d'arrêt à l'encontre de Williams en raison d'une absence de comparution devant le tribunal, l'agent Crispin a tenté d'effectuer une fouille par palpation de routine. Mais ce qui aurait dû être une rencontre de routine a rapidement tourné au cauchemar. Dans un moment de pure insouciance, Williams a sorti une arme et a tiré un coup de feu fatal, atteignant l'agent Crispin à la tête. La vie de l'agent a été tragiquement interrompue, laissant derrière elle une famille dévastée et une communauté en état de choc. Le procès qui a suivi a été intense et chargé d'émotions. 4 jeunes hommes présents ce soir-là ont témoigné, confirmant que c'était bien Kyle Williams qui avait tiré le coup de feu fatal. Les procureurs ont présenté 4 circonstances aggravantes pour justifier la peine de mort. Ils ont fait valoir que le meurtre avait pour but d'éviter une arrestation légale, qu'il était froid, calculé et prémédité, et que Williams était membre d'un gang criminel. Tout au long du procès, les émotions ont été vives, les membres des familles de Williams et de Crispin étant présents chaque jour, ainsi que les officiers de la police de Lakeland. Williams a été reconnu coupable de meurtre au premier degré d'un agent de la force publique. À l'issue du procès, le juge Donald Jacobson a prononcé la peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En tant que détenu, la brutalité du crime de Williams le précède et a cimenté sa réputation d'individu violent et dangereux. Dylann Roof. Le cas effrayant de Dylann Roof, suprémaciste blanc notoire et meurtrier de masse, continue de provoquer une onde de choc dans tout le pays. Et maintenant qu'il est en prison, ce choc se répercute surtout avec les détails de son odieux acte de violence. Vous vous demandez peut-être ce qui fait de Roof un personnage redouté, même entre les murs d'une prison. Eh bien, nous sommes sur le point de découvrir les détails troublants et de plonger dans les profondeurs de ses croyances extrémistes. De son attaque meurtrière contre l'église Emmanuel African Methodist Episcopal Church à son attitude impénitente pendant le procès, nous dévoilons les raisons de la peur qui entoure cet adolescent détenu. Né le 3 avril 1994 à Columbia, en Caroline du Sud, Roof a vécu une enfance tumultueuse. À l'adolescence, des signes de comportement obsessionnel compulsif et de consommation de drogue ont commencé à apparaître. Mais ce sont les profondes convictions suprématistes de Roof qui l'ont finalement poussé à commettre l'un des actes de violence les plus odieux de l'histoire récente. La radicalisation de Roof dans le monde de la suprématie blanche peut être attribuée à son exposition à des forums en ligne et à des sites web extrémistes. Il a créé son propre site web où il exprimait ouvertement ses opinions racistes et publiait un manifeste effrayant détaillant son idéologie tordue. C'est dans les limites de ces chambres d'écho virtuelles que Roof a trouvé le réconfort et la validation de ses croyances haineuses. Alimentant son désir de déclencher une guerre raciale, il s'est laissé absorber par une idéologie toxique qui l'a finalement conduit sur la voie de la destruction. Le 17 juin 2015, les croyances tordues de Roof se sont manifestées par un acte de violence effroyable qui a profondément ébranlé la nation. Au cours d'une étude biblique dans l'église historique Emmanuel African Methodist Episcopal Church de Charleston, en Caroline du Sud, Roof a ouvert le feu, tuant sans pitié 9 paroissiens afro-américains et en blessant un. Le motif de l'acte odieux de Roof était clair, déclencher une guerre raciale et répandre la peur et la haine. Ces actes n'étaient rien de moins que du terrorisme intérieur, laissant une cicatrice dans le cœur des familles et des victimes et de l'ensemble de la communauté. La capture de Roof. Le lendemain de la fusillade a suscité un sentiment de soulagement, mais elle a également marqué le début d'une procédure judiciaire longue et ardue qui allait encore renforcer sa réputation de personnage redouté. Le procès s'est déroulé dans des conditions éprouvantes, avec la sélection du jury, la présentation des preuves et la phase de sanction, au cours de laquelle Roof a choisi de se représenter lui-même. Tout au long du procès, l'absence de remords et l'attitude impénitente de Roof ont fait l'effet d'une onde de choc dans la salle d'audience. Il n'a montré aucun signe d'empathie ou de regret pour les vies qu'il avait prises, renforçant encore sa réputation d'individu dangereux et froid. Devant les tribunaux de l'État et les tribunaux fédéraux, Roof a été reconnu coupable de ses crimes et condamné à la peine de mort. La condamnation de Roof à la peine de mort a été accueillie avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Bien que justice ait été rendue, la peur de ce dont Roof était capable persistait dans l'esprit de ceux qui avaient été témoins de la profondeur de sa haine. Le comportement impénitent de Roof et son absence de remords au cours du procès n'ont fait qu'intensifier la peur qui l'entoure. Sa nature détachée et froide soulève des questions sur la profondeur de ses croyances et sur ce dont il pourrait être capable à l'intérieur des murs de la prison. Nehemiah Greggio. Nehemiah Griego, un nom qui fait peur à ses co-détenus dans l'enceinte de la prison. Mais qu'est-ce qui, chez ce jeune homme, lui vaut une telle réputation ?
Heureusement, nous dévoilons les raisons pour lesquelles Nehemiah Griego est craint en prison, en mettant en lumière les détails choquants qui ont fait de lui une figure notoire parmi ses pairs. Le 19 janvier 2023, à l'âge de 15 ans, Nehemiah Griego s'est lancé dans une folie meurtrière dans sa maison de South Valley, au Nouveau-Mexique, près d'Albuquerque. Il a commencé par tirer sur sa mère vers minuit avec une carabine 22, puis sur son jeune frère Zephania avec la même carabine. Comme si cela ne suffisait pas, il s'est rendu dans la chambre que partageaient ses deux jeunes sœurs et leur a tiré une balle dans la tête. Griego est ensuite descendu et a attendu calmement l'arrivée de son père qui travaillait dans un refuge pour sans-abri. Vers 5 heures du matin, son père est entré et Griego lui a tiré dessus à plusieurs reprises avec un fusil semi-automatique de type AR-15 muni d'une lunette de visée. Il a ensuite envoyé le cadavre de sa mère par courrier électronique à une fille avec laquelle il échangeait des messages en ligne, puis s'est rendu à l'église dans la camionnette familiale, armé de 2 fusils. Lorsque le pasteur a demandé des nouvelles de sa famille, Griego lui a dit qu'ils étaient tous morts. Le pasteur et un autre membre de l'église, inspecteur de la criminelle à la retraite, ont décidé d'aller voir la maison. Mais en chemin, l'inspecteur à la retraite a senti que quelque chose n'allait pas et a appelé le 911. C'est alors que la vérité a été révélée et que Griego a changé sa version des faits, admettant que c'était lui qui avait assassiné les membres de sa famille. Il avait prévu de partir avec les fusils dans la camionnette, d'assassiner d'autres personnes, puis de mourir lors d'un échange de coups de feu avec la police. Il a été arrêté et, en octobre 2015, Griego a plaidé coupable des accusations de meurtre portées contre lui. En 2019, il a comparu devant le tribunal itinérant du comté de Bernalillo pour une condamnation formelle en tant qu'adulte. Pour la première fois depuis son arrestation il y a des années, Griego s'est adressé à ses proches pour s'excuser de son acte violent. Il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité consécutive, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. En outre, la notoriété de Griego au sein de la communauté carcérale a également joué un rôle dans le fait qu'il soit craint. La réputation qu'il s'est forgée en tant que tueur de sang-froid a fait de lui un symbole de pouvoir et de domination. Cela a attiré l'attention d'autres détenus qui ont cherché à le défier ou à l'exploiter. Le besoin de Griego d'affirmer sa domination et de se protéger dans cet environnement hostile a encore contribué à la peur et à la tension qui l'entoure.